93 FM. Radio. Bonjour, y a-t-il un pays au monde qui s'est développé grâce aux proverbes effrayants? Peut-on atteindre un niveau de taux de croissance optimal en innovant chaque jour dans les proverbes du Botswana? Peut-on remporter une coupe du monde en misant sur des proverbes bizarres, des proverbes qui ne font pas vraiment mousser? Une gouvernance par des proverbes effrayants, c'est du jamais entendu dans l'histoire des gouvernements. Des proverbes bizarres très fades, des proverbes qui ne font ni rire ni réfléchir. On est plutôt inquiet pour les auteurs. Sinon, la gouvernance par les proverbes mystérieux du président Bobo du Botswana, n'est-ce pas là une bonne problématique qui pourrait intéresser les chercheurs? Question de se moquer un peu de ce nouveau paradigme managérial des forêts équatoriales. De toutes les façons, quittons derrière ces choses qui peuvent amener quelqu'un à douter du sérieux de certaines nominations. Intéressons-nous plutôt à la rentabilité des ministres camerounais. Interrogeons ce matin l'une des causes de la médiocrité des résultats qu'ils accumulent toujours dans leurs différents départements ministériels. Il s'agit du mauvais casting, le mauvais choix des hommes, des choix parfois très intrigants. Comment devient-on ministre au Cameroun? À quelques rarissimes exceptions près, généralement on devient ministre parce qu'on a été soutenu par des réseaux qui commercialisent souterrainement les nominations au Cameroun. Des réseaux qui contrôlent les accès au président et soufflent régulièrement dans ses oreilles. Les contreparties sont directement versé au réseau. Chaque réseau fait de ses poulains la ressource nécessaire pour élargir son influence ou combattre, neutraliser les autres réseaux. Le nouveau promu doit d'abord allégeance au réseau. On devient aussi ministre parce qu'on a usé ses genoux au sol pour chanter les louanges du président. Les candidats au poste ministériel doivent se livrer à un laborieux challenge de meilleurs griots. Parfois, ils étendent carrément leurs louanges sur toute la famille présidentielle. Le nom du président, toujours bien garni, ne respire pas dans leur bouche. Il reste seulement qu'ils rampent pour démontrer au président leur allégeance débordante et leur admiration déférence ruisselante. Parfois, nous avons peur qu'ils ne disent merci au président pour les 1 an de plus ou ne lui disent merci pour la nouvelle naissance dans leur foyer. On devient également ministre au Cameroun grâce à l'activisme politique débordant sur le terrain avec des dons distribués avec l'argent issu des détournements ou des pots de vin. À l'approche des élections, on s'active pour s'afficher comme le plus engagé de la localité. À coup de grosses publicités médiatiques, on cherche à se faire voir et frapper l'œil du prince qui récompense en fonction des scores électoraux dans les bases. C'est là où chaque candidat à la nomination se bat pour avoir aussi un socle granitique. Fraude électorale, intimidation des opposants, recours à des éliminations non conventionnelles, on ne lésine sur aucun moyen pour s'affirmer comme le bon élève du système de parti unique. On devient aussi ministre au Cameroun grâce à l'opposition de prestidigitation. Les gens font de l'opposition juste pour amener le prince à négocier en vendant leur silence contre une place à la mangeoire. Le prince qui affectionne la reddition, la castration des opposants se plaît généralement dans ce type de cooptation. Il aime entendre qu'il a émasculé tel opposant, qu'il a handicapé l'opposition. On devient également ministre au Cameroun grâce à l'intention du prince de choquer ou de ridiculiser une élite de la localité, lui montrer qu'elle ne valait rien, lui opposer une rivalité locale. Pour le prince, il est question de cogner les têtes entre fils d'une aire géographique, dégonfler celui qui a été déchu. On devient aussi ministre au Cameroun parce que papa était un baron du renouveau ou parce que la famille fait partie des familles baroniques du renouveau. Il ne faut pas être ingrat en marginalisant la famille baronique dans le partage des privilèges du pouvoir entre familles dites princières. Son fils ou mon fils doit aussi être à la mangeoire comme les fils des autres. Il s'agit de la reproduction des familles ou des personnes dites royales. Ce sont aussi des formes de reconnaissance pour la loyauté du père ou de la famille. Enfin, on devient ministre au Cameroun parce qu'il faut aussi que la tribu, l'ethnie ou la localité ait un représentant à la mangeoire. On force ainsi des profils juste pour satisfaire la tribu. Parmi toutes ces choses sur lesquelles on se base pour nommer quelqu'un
qu'un ministre au Cameroun, il y a tout sauf la compétence et le profil de l'emploi. C'est par coïncidence, par hasard ou collatéralement qu'on peut avoir la compétence ou le profil de l'emploi à un poste. C'est difficile d'avoir un nouveau ministre, même un ancien ministre qui parle des affaires de son département ministériel avec autorité. C'est difficile de voir à la tête d'un ministère un spécialiste des affaires de ce ministère. Oui, les nominations ministérielles sont des choix politiques, mais il n'est pas interdit d'associer à ces choix politiques la compétence ou le profil de l'emploi. Ailleurs, on arrive à articuler les deux, satisfaction politique et satisfaction de la compétence ou du profil de l'emploi, politique et technocratie. Mais chez nous, à la tête de l'administration territoriale, vous pouvez avoir quelqu'un qui connaît tout sauf l'administration. À la tête de la santé, quelqu'un qui a fait philosophie. À la tête de la communication, quelqu'un qui n'a jamais flirté avec la communication. À la tête du sport, un diplomate. Juste des exemples banals, des exemples comme ça. Ce ne sont pas les conseillers techniques qui vont niveler les savoirs de ces ministres en 2 mois ou décider conséquemment à leur place. Compter toujours sur les conseillers techniques ne garantit rien, rien du tout. Bref, avec ce type de casting, c'est l'échec chronique assuré. Bonne journée à tous. 93 FM.